parler de tout ce qui est envoyer, authentifier des mails avec SwiftMailer. Donc, il va y avoir une partie qui va aller relativement vite, ça va être envoyer des mails et les envoyer avec SwiftMailer. On va commencer pratiquement tout de suite avec du code, mais l'univers du mail en fait est beaucoup plus complexe malheureusement que juste envoyer des mails. Généralement les envoyer c'est relativement simple. Généralement ce que le marketing veut ou ce que le client veut au final est surtout que le mail soit reçu. Et c'est là que la complexité commence généralement à monter assez fortement. Je vais essayer de vous donner un aperçu qui sera parfois technique, parfois plus orienté sur ce qu'on appelle les best practices, de ce qu'il faut faire pour qu'un mail arrive au final dans l'inbox de vos subscribers. Donc, waouh, tout noir, oui ça marche. Ok, donc qui suis-je? Donc, j'ai commencé le PHP en 2004. Voilà, je vois un peu mieux. Donc j'ai commencé le PHP en 2004, comme tout le monde, avec quelques petits sites web et quelques scripts de base. Puis j'ai essayé d'évoluer dans tout ça. J'ai à un moment été contributeur PECL, donc il y a une vieille extension BBcode qui doit traîner à moi, je n'en ai malheureusement plus l'utilité, donc elle reste un peu orpheline sur PECL. Je suis développeur, gérant et associé dans une société qui fait de l'emailing, ce qui explique mon intérêt pour SwiftMailer. On fait toujours ce qui nous intéresse au jour le jour au final. On route pour de très gros volumes et on n'a pas de site web, donc perdez même pas votre temps, essayez de le trouver. On le fera demain, promis. Donc je suis contributeur SwiftMailer depuis 2009, donc je me servais de SwiftMailer depuis 2007 quand la solution qu'on utilisait est devenue trop lente. C'est-à-dire que pour envoyer 50 000 mails, il fallait regarder un écran pendant 1h30. Payer quelqu'un pendant 1h30 à regarder un écran et appuyer sur F5, il n'y a pas grand monde que ça intéresse. Donc on a décidé de régler le problème. On est parti sur la librairie qui était utilisée par la solution à l'époque, qui était elle aussi SwiftMailer. J'ai démarré sur SwiftMailer 3 simplement en l'utilisant. J'avais signé un contrat avec un gros client indiquant un volume précis de mails qui devait au minimum partir par heure. Quand la version 4 est sortie, j'étais très heureux, je l'ai testé, je suis passé dessus, les performances ont été diminuées par 8. Donc j'avais un problème avec mon client, donc j'ai fait mes premières contributions sur SwiftMailer, j'ai recodé des parties relativement importantes du code pour dépasser les performances qu'on avait sur SwiftMailer 3, et c'est comme ça que je suis rentré en fait en tant que contributeur SwiftMailer. Comme de quoi le speech de ce matin disant qu'on résolvait ses propres problèmes dans l'open source, c'est vrai, même si ça prend pas mal de temps. Et tous ces changements sur SwiftMailer m'ont permis aussi d'avoir une activité en plus s'il m'en manquait, qui est d'être freelance en performance pour pareil de gros sites qui ne trouvent plus de solution généralement. Merci. Alors, ça passe avec celui-ci, nickel. Voilà, donc là je vais vous commencer par la première étape qui est d'abord d'envoyer un mail en PHP. Donc on a le marketing qui rentre dans la pièce, qui dit voilà, j'ai un sujet, j'ai un contenu, il faut envoyer un mail à plein de gens. Donc j'ai pas mis la boucle pour une question de facilité, mais tout le monde a envoyé son premier mail comme ça. Ça reste le plus facile et c'est ce qui marche le mieux, en théorie. Maintenant, le problème, c'est qu'une fois que le mail est arrivé, il arrive là. Il faut être clair. Donc là, c'est un super mail pour améliorer ses performances en PHP et faire de la pub pour le Sensio Insights. Ça ressemble à du spam. J'ai pris tous les mots-clés possibles pour être sûr que ça arrive en spam, mais les détails techniques qui ont été mis en œuvre pour envoyer ce mail aussi aide à ce que le mail soit arrivé en spam. J'ai dû même reconfigurer un serveur pour être sûr qu'il soit mal configuré. Alors, l'étape suivante, c'est envoyer un mail avec SwiftMailer. Et après ça, j'ai déjà fini les 2 tiers de ma présentation.
Donc, envoyer un mail avec SwiftMailer, on fait le require de la librairie. C'est gris, c'est vraiment dommage, on voit rien. Je suis désolé. On démarre le transport, on se connecte au SMTP, on crée son mail avec le sujet, le contenu, les destinataires, et puis on l'envoie. Et le résultat est le même, en fait. On a un meilleur expéditeur, mais au final, le mail arrive avec le même contenu qui de nouveau est fait exprès pour arriver en spam, dans les spams. Mais donc là, on a un mail qui est effectivement envoyé, mais techniquement, le mail est techniquement valide, mais il n'y a aucune certitude. En fait, l'infrastructure mail mondiale fonctionne pour ne garantir que le destinataire. Donc, l'expéditeur, via la manière dont fonctionne le mail, ne peut être certifié sur les systèmes de base qui sont mis en œuvre par les 2 scripts que je vous ai montrés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire après pour arriver à faire arriver les mails à l'endroit où ils doivent arriver et de manière à ce qu'ils soient lus? Parce qu'envoyer des mails, comme je disais, c'est relativement facile, c'est 3 lignes de code. Les faire lire, ça demande beaucoup plus de changements. Donc, tout d'abord, il y a toute une série de paramètres à faire au niveau du serveur. Je vais les lister après. Qui vont permettre de déjà certifier que vous êtes plus ou moins en contrôle du domaine pour lequel vous envoyez. On a une série de configurations à faire au niveau du domaine lui-même. Il y a de l'authentification qui peut être ajoutée sur chaque mail qui sort. Il y a, et là on commence à aller plus loin, toutes les règles de routage, c'est-à-dire que chaque FAI, que ce soit Hotmail, Orange, Skynet pour les Belges, ont des règles toutes plus débiles les unes que les autres. Ça leur permet de limiter le nombre de spams, de détecter certains spammers, mais leurs restrictions n'ont pas de logique par rapport à leur volume, et il faut les apprendre, il faut les appliquer, parce que sinon, toujours le même problème, les mails n'arriveront pas dans la boîte de réception. Et le plus important, d'où le côté rouge, c'est intéresser le destinataire. Envoyer des mails, c'est facile. En envoyer des qui vont intéresser votre destinataire, c'est ce qui va faire au final que les mails vont continuer à arriver dans l'inbox dû au filtrage lié actuellement tous les gros FAI, donc Yahoo, Gmail, Hotmail, font leur filtre anti-spam sur des mots-clés statiques, mais aussi et surtout sur le comportement de vos subscribers. Donc si vous envoyez des mails qui ne sont pas lus, auxquels il n'y a pas de réponse, et vous n'allez pas avoir de retour sur les mails qui sont envoyés. Donc il y a les bases. Donc généralement c'est plus les bases au niveau du serveur. Donc on a déjà utilisé une vraie adresse mail. Ça a l'air débile. Le mieux, c'est d'envoyer l'adresse mail de support, si vous avez une boîte où il y a une équipe de support, parce qu'une adresse mail qui a des dialogues, en fait, a plus de chances d'être délivrée en inbox qu'une no reply. Une adresse mail qui bounce a toutes les chances d'arriver en spam. Alors, vérifiez évidemment que l'adresse IP utilisée a un véritable reverse DNS correspondant au domaine d'envoi. Et l'adresse reverse par défaut de votre fournisseur d'accès n'est pas une adresse IP, n'est pas une reverse valide, évidemment. Alors, il y a aussi, c'est nouveau, ça reste dans le technique de base, c'est vérifier que votre HTML est valide. Ça fait partie des critères anti-spam qui sont utilisés. Si vous dites que vous envoyez de l'UTF-8, n'envoyez pas autre chose. Vérifiez que votre markup soit valide, W3C, tout ce qu'il faut. C'est un critère secondaire d'anti-spam, mais c'est une manière bête d'être classifié du mauvais côté si on est borderline, je dirais. Évitez les fautes d'orthographe aussi. Donc j'avais exprès quelques fautes d'orthographe dans mon mail pour de nouveau améliorer les chances d'arriver en spam. Les fautes d'orthographe font partie des problèmes qui vont arriver, qui vont faire arriver vos mails en spam. Bon, là, la base est vraiment couverte. Donc on a le serveur
est configuré avec un reverse DNS correct. Votre postfix envoie son hostname quand il dialogue avec les autres serveurs. C'est une première étape, c'est pas mal. Il y a encore d'autres manières simples d'améliorer la délivrabilité. Donc il y a le SPF, le Sender Policy Framework. C'est un très joli mot. Le principe, en fait, est... idéalement, il devrait être implémenté pour chaque domaine. Le principe du SPF est de donner au niveau du domaine la liste des machines via DNS qui ont le droit d'émettre des mails pour votre domaine. Donc ça permet déjà au filtre anti-spam de très facilement différencier, ok, cet IP-là, ce mail a des chances d'être légitime, cet IP-là, pas. Donc vous avez déjà une classification plus simple pour le filtre anti-spam, et lié à ça, il va être plus indulgent sur le reste. Donc voilà, c'est bien. Alors là, j'ai un exemple d'un enregistrement SPF, donc c'est un enregistrement TXT dans les DNS qui indique, ici c'est j'autorise pour le domaine en question le serveur mail à envoyer des mails, l'adresse IP primaire du domaine et l'adresse IP 4321, et j'interdis tous les autres à envoyer des mails, donc tous les autres mails sont considérés comme illégitimes. Et en plus, il y a un autre point positif, c'est que si vous avez quelqu'un qui s'occupe de DNS, vous pouvez juste lui filer la patate chaude, ça devient son problème, donc en tant que développeur, vous gagnez du temps. Alors, une fois que cette partie-là est faite, si vous envoyez 2-3 000 mails sur une semaine, il n'y a pas trop de soucis, c'est déjà suffisant. Vous allez avoir un bon taux de retour, vous avez fait le gros du chemin parce que vos serveurs sont considérés comme des expéditeurs légitimes. Il y a toujours moyen d'aller plus loin. Je vais vous lister encore pendant quelques slides des dizaines de moyens d'aller plus loin. Donc, la manière suivante pour aller plus loin, c'est d'implémenter le DKIM. Alors, première question, c'est qu'est-ce que le DKIM ? Voilà. Donc, c'est le Domain Key Identified Mail. Le principe est relativement simple. C'est une signature cryptographique asymétrique de chaque mail sortant. Donc, chaque mail va contenir une signature qui lui est unique et donc c'est un header de mail qui va contenir en fait un hash de signature de toute une série de headers du contenu et qui se signe lui-même, c'est-à-dire que le header fait partie de la signature, ce qui empêche que le header puisse resservir dans certains cas. Vous avez en plus une clé publique, donc vous avez une clé publique qui est publiée dans vos DNS à côté. Donc voilà, si vous devez implémenter les deux, profitez-en, ennuyez votre sysadmin en une fois, ça lui fera plaisir. Et une clé privée qui est sur votre serveur qui va vous servir à authentifier tous vos mails. Donc je vais passer, voilà, là on a un header DKIM qu'on voit pas. Dommage. Alors ouais, je sais pas si vous voyez quelque chose, donc bonne chance. Le header DKIM, donc on a une première partie qui indique la version, l'algorithme de hachage, la manière dont le contenu a été donc standardisé pour permettre le hachage. On a ensuite le domaine qui fait la signature, c'est le dernier élément de la première ligne, si vous arrivez à voir quelque chose. Le sélecteur, donc en fait, vous pouvez avoir des dizaines et des dizaines de clés qui sont en attente dans vos DNS et passer d'une clé à l'autre en fonction des besoins. C'est une best practice. Je ne connais pas grand monde qui le fasse malheureusement, mais idéalement avoir une clé par mois ou par semaine est une bonne pratique. Le problème est effectivement que du côté des serveurs DNS, ça prend plus de temps. Du côté du développeur, il faut qu'il prévoie le fait de changer la clé, mais c'est une bonne chose. On a ensuite le moment où la signature a été générée, donc c'est le T égal. Ce qui suit est le body hash, donc en fait c'est le hachage du contenu qui a été réalisé, la liste d'headers qui ont été signés, donc là on en a un beau petit paquet, et la version cryptée de la signature de ce header. Donc la version signée en fait du
du hash. Donc ce hash est signé avec votre clé privée et quand Gmail reçoit le header, en fait, il va réappliquer le système de hachage et décrypter votre signature et comparer que le hachage que lui obtient est cohérent avec celui que lui a généré. Donc là, on a la deuxième partie de l'histoire, c'est la clé publique des KIM. Donc on a toute une série de... Donc il se place dans un sous-domaine de votre domaine d'envoi. On voit la version des KIM, les algorithmes les algorithmes autorisés, le type de média utilisé. Donc on a la clé qui prend toute la place et puis à la fin on a le S égale email qui est le type de support autorisé pour les signatures. Donc avec tous ces éléments-là, vous pouvez commencer à signer des mails en DKIM. La question suivante, évidemment, est comment y arriver. Donc, il y a toute une série de... Bon, il y a déjà des avantages, effectivement. Donc, dans Gmail, un utilisateur qui a déjà ouvert 3 fois vos mails va afficher par défaut les images. C'est un avantage qui, dans le domaine du marketing en tout cas, vaut son pesant de cacahuètes, qui peut justifier le développement de la signature des KIM à lui tout seul. Il y a évidemment au niveau du filtre anti-spam, vous allez aussi avoir une authentification que c'est bien un expéditeur donné qui a fait l'expédition et pas juste la machine qui a été attaquée. Donc il y a une augmentation de la confiance des utilisateurs et du filtre anti-spam, ce qui est quand même 2 choses importantes. Alors, il y a toute une série de solutions open source existantes. Alors, il y a des KIM proxy, il y a SwiftMailer, donc là on a 2 implémentations, il y en a une en pure PHP et une sous forme d'extension basée sur OpenDKIM. La version pure PHP, je pense, fait partie de la dernière release. À prendre avec des pincettes, il faut que je vérifie. La version en extension est en attente de merge, en fait. Et alors, on a la dernière partie qui est l'OpenDKIM qui se plug sous forme de Milter-Exim. Donc, il travaille avec Sendmail. Alors évidemment, il y a aussi toutes les solutions commerciales telles que Port25 et divers gros serveurs SMTP, gros MTA en fait, qui implémentent pour la plupart le DKIM. Alors, de nouveau, pourquoi est-ce que j'ai développé une infrastructure de signature dans SwiftMailer alors que DKIM Proxy existait déjà avant? Parce qu'effectivement, j'avais mis en place des KIM proxy sur mes serveurs et il y a eu des problèmes de performance, encore une fois. Donc, des KIM proxy, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque ne signaient qu'un seul mail à la fois. Ce qui pose des problèmes au niveau de la concurrence, c'est-à-dire que même si j'arrive à générer 16 mails en parallèle, lui n'en signe qu'un à la fois, il devient un goulet d'étranglement. Il avait aussi le désavantage d'augmenter le nombre d'écritures disques, c'est-à-dire que le mail était transmis à postfix, il transmettait à des KIM proxy, qu'il retransmettait à postfix. Donc on avait pas mal de pertes à ce niveau-là. Donc j'ai essayé de trouver l'endroit où paralléliser la signature des KIM, et la solution qui est venue naturellement était de le paralléliser au niveau de SwiftMailer, vu que l'envoi était déjà réalisé en parallèle. Alors, c'est aucune des solutions qui est là que j'ai utilisées. J'ai fait un truc relativement sale, une extension made qui ne faisait que ce dont j'avais besoin, qui règle très bien mon problème, mais qui manque de test. C'est-à-dire qu'elle marche, elle correspond à mes besoins, mais elle n'est pas pérenne. À chaque fois qu'il y a une nouvelle release de PHP, il faut que j'adapte un peu le code. Il n'y a personne qui peut la gérer à ma place, donc c'est pas une solution qui est viable à long terme. Donc j'ai décidé de passer un peu de temps, quelques jours quand même, pour développer tout d'abord une infrastructure de signature pure PHP pour permettre un test maximum de
de l'infrastructure de signature. C'est-à-dire que les gens pouvaient effectivement déployer SwiftMailer et commencer à signer des mails sans avoir à installer une extension, sans avoir à être en serveur dédié, sans avoir à appeler leur hébergeur pour qu'il installe une extension. Donc, que l'infrastructure puisse déjà être testée correctement et redévelopper une extension propre basée sur OpenDKIM et l'interface de signature qui va avec. Donc celle-ci est sur ma branche GitHub et devrait à un moment ou un autre être mergée dans SwiftMailer. Alors, le code de signature est, comme vous le voyez, relativement simple, si vous le voyez. On démarre un message. Alors, il y a pour l'instant une hésitation sur le fait de garder une classe qui servait uniquement en test pour le Swift Signed Message, ne passer qu'à Swift Message. Donc, la question se pose encore pour le moment. Donc là, on crée un message avec un sujet. Il y a la création du système de signature. Donc le système de signature, on peut passer plusieurs options pour choisir le système je trouve plus mes mots, de hachage, les algorithmes utilisés. Mais là, je vous ai montré vraiment la version plus simple. Il signe par défaut en relax, donc la manière qui a le plus de chances de passer chez tout le monde. Donc, on passe la clé privée, le domaine pour lequel on signe et le sélecteur de la clé. On attache ça au message et pour le reste, vous pouvez repartir sur ma 4e slide et voir comment on shoot un mail. La procédure est exactement la même. Il n'y a pas de changement au niveau SwiftMailer, il y a juste le besoin de créer cet objet et de l'attacher au message pour qu'il puisse faire son travail. Donc, alors, là... Ouais, mince, ça spoil. Donc la fin, théoriquement, oui, vous avez déjà une bonne base. Maintenant, il y a encore énormément de choses qui peuvent être faites. Alors, il va y avoir une belle liste. Tout d'abord, il y a suivre vos emails. Il y a quelques outils qui existent qui sont relativement importants. Donc, il y a tout d'abord SenderScore et SenderBits qui sont des sociétés commerciales qui font du ranking d'adresses IP. Donc, surveillez vos IP là-dessus déjà. Et il y a un outil qui est relativement intéressant de la part d'Hotmail. Donc vous rentrez votre IP, il vérifie que l'IP est bien en votre possession et il vous donne un scoring jour par jour qui est en gros un scoring sur 3 couleurs et votre volume. Donc vous avez un vert, un jaune, un rouge. Vert veut dire qu'il y a moins de 10% de vos mails qui sont arrivés en spam. Rouge, plus de 90% et jaune entre les deux. Il y a peu de gens qui sont en jaune, mais ça vous permet de suivre vos clients, suivre vos IP et agir quand un problème commence à se poser, soit au niveau du contenu, soit au niveau des patterns d'envoi. Alors, un truc très important, c'est gérer les désinscriptions. Alors, gérer les désinscriptions, je reviendrai après dessus. Il y a évidemment le lien à mettre en footer de mail indiquant si vous ne voulez plus recevoir, cliquez ici. Il faut le rendre visible. Sinon, c'est votre support qui va être floudé en disant je ne veux plus recevoir ces mails. Et généralement, il y a des insultes, malheureusement, qui accompagnent ces mails-là. Il y a le problème de gérer les bounces aussi, donc les boîtes mail qui ont été abandonnées, les boîtes mail de gens qui sont partis en vacances, qui ont une boîte mail qui est pleine à craquer. Alors là, ça devient un peu plus avancé, c'est gérer les feedback loops. Donc la feedback loop est un concept qui est mis en place principalement chez Yahoo et Hotmail pour l'Europe. Il y a quelques autres hébergeurs plus exotiques qui s'en servent, mais peu de chances de les croiser en Europe. Quand quelqu'un clique sur le bouton spam, vous recevez un mail disant « Ce mail-là a été considéré comme spam par votre subscriber » et l'email du subscriber. Pas chez AOL, il va être bloqué, mais chez tous les autres, vous allez savoir à qui vous avez envoyé le mail, ce qui permet de désinscrire la personne et que tout le monde soit content. Vous arrêtez d'envoyer des mails qui sont considérés comme du spam et la personne arrête de recevoir des spams. Et même si personne n'envoie du spam ou personne ne considère envoyer du spam, même
un mailing d'informations qui arrive semaine après semaine dans la boîte mail peut finir, si le contenu est redondant, etc., par être considéré pas comme du spam. Le spam est un bouton que les utilisateurs ont tendance à utiliser juste parce qu'ils n'ont pas envie d'aller jusqu'en bas de la newsletter pour se désinscrire. Alors, mettre en place une politique des marques. Donc là, je reviendrai dessus. C'est un processus qui est relativement nouveau, qui est très complexe à mettre en œuvre. Enfin non, très simple à mettre en œuvre, mais très dangereux à mettre en œuvre. Donc je ne le conseillerais pas de le faire à la légère. Alors, implémenter le tracking en SSL. Si vous utilisez un système de tracking, l'implémenter en SSL va permettre de gagner un iota au niveau des filtres anti-spam, mais surtout va permettre de garder les referrers des mails qui sont en SSL. Donc pour le tracking, ça peut avoir son intérêt, en plus de simplement gagner un peu au niveau de l'anti-spam. Alors, les derniers points, c'est mettre en place le DNSSEC. Donc c'est un système de signature des noms de domaine. C'est un système relativement complexe, de nouveau, donc c'est pour ça qu'il est tout en bas de la liste, mais qui permet de certifier que la clé publique qu'un utilisateur va télécharger, qu'un serveur de messagerie va télécharger a bien été mise par votre serveur de domaine. Et dernière chose, c'est mettre en place des règles de routage par FAI. Donc je listerai quelques exemples de FAI avec des règles de routage étranges. Alors, tout d'abord, il y a la partie des inscriptions. Alors, comme je disais, il y a le lien classique de désinscription en bas et ou en haut du mail. Idéalement, il faut le mettre aux deux endroits. En haut, pour que les gens qui sont tentés de cliquer sur spam voient vous pouvez vous désinscrire tout de suite. On peut éviter un bouton spam, parce que même si vous êtes dans une feedback loop, que vous recevez un mail disant Jean-Paul a décidé que votre mail était du spam, vous allez avoir un malus au niveau de votre ranking chez Hotmail, chez Gmail, chez Yahoo. Donc, si on sait éviter un bouton spam, on gagne sur les prochains mails. Le header List and Subscribe. Alors, c'est un header il y a la RFC juste à côté. Globalement, on fournit une ou deux URI permettant d'automatiser la désinscription. Alors comment ça fonctionne ? Du côté Gmail, quand on clique sur spam, on va avoir un warning disant « Est-ce que vous ne voudriez pas plutôt vous désinscrire ?» C'est ce header qui va faire le changement. Donc ce header va faire que Gmail va envoyer un mail de désinscription et laisser les choses se faire par après. Sous Hotmail, c'est encore un cran au-dessus, c'est-à-dire que le bouton spam est remplacé par le bouton se désinscrire. Donc ça fait un gain assez important. Donc, en contrepartie, il faut être capable de traiter les mails entrants. Donc c'est quand même deux choses qui sont relativement complexes à mettre en œuvre, mais qui, pareil, ont une importance assez importante. Et la dernière source de désinscription, c'est les fameuses plaintes au support client. Plus vous automatisez les étapes au-dessus, moins vous en avez au support client, plus ils vont être efficaces évidemment pour traiter les besoins des clients sur toutes vos autres activités. Alors, l'étape suivante, c'est les bounces. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut gérer les bounces ? C'est déjà la première question. Qu'est-ce que j'y gagne à gérer les bounces ? Alors, il y a déjà un problème, c'est qu'effectivement, vos clients vont abandonner des adresses mail. C'est normal, c'est naturel. J'ai listé quelques raisons ici. Donc, le changement de messagerie, le changement de FAI, changement de job. Il s'est inscrit avec sa boîte professionnelle, il a changé de job, son email a changé. Changement d'un domaine, un FAI qui change de nom, qui drop toutes les boîtes mail de ses abonnés et qui a décidé qu'ils allaient passer sur un nouveau domaine. Ça arrive aussi. Les gens qui partent en vacances pendant 15 jours, qui reçoivent 35 newsletters, au bout de 2 jours, la boîte mail est pleine. Les mails commencent à bouncer. Donc, on ne peut pas, dès qu'on a un bounce, supprimer quelqu'un, parce que dans ce cas-là, il vaudrait mieux dire, voilà, j'arrête l'envoi pendant 5 jours, je tente un envoi, et voir à quel moment la boîte récupère. Si au bout de 3 mois, il n'a toujours pas repris, c'est qu'il a abandonné la boîte mail. Bêtement, il arrête de la relever, donc on peut considérer le subscriber comme mort. Après,
Après, les règles sont vraiment définies en fonction des clients. Il y a aussi évidemment, en faux positif dans les bounces, on a les erreurs techniques. L'hébergeur a fait très très mal son boulot, n'a pas de monitoring sur l'espace disque. Son disque est full. Tous les domaines qui sont hébergés chez lui sont en train de bouncer parce qu'il n'y a pas d'espace pour écrire les mails qui arrivent. Alors, un des avantages évidemment de gérer les bounces, c'est de réduire le taux de rebond. Alors, il faut savoir que parmi les rankings que chaque IP va avoir, ça va être le nombre de mails qui vont être envoyés vers des destinataires qui sont inconnus ou invalides ou pleins. Donc, la gestion des bounces va influencer sur votre ranking. Et donc, au final, toujours le même problème sur la quantité de mails qui vont être effectivement délivrés en inbox. Alors, comment les gérer? Donc, il y a prendre quelqu'un, le payer à relever la boîte mail de bounce et espérer qu'il n'y ait pas trop de volume. Ça se fait. Alors, il y a aussi, quand humainement le pauvre garçon qui est payé à faire ça craque, on met en place un système qui relève les boîtes mail pop et on fait des jolis regex qui relèvent l'adresse mail et on essaye idéalement de recevoir la raison utilisée. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le VERP. Alors le VERP, c'est le Variable Envelope Return Path. Le principe, c'est que dans un mail, on a une quantité assez effarante d'adresses mail qui sont dans l'header. On a tout d'abord le from, le to, que tout le monde connaît. On a le sender, qui est une adresse mail cachée qui indique qui techniquement a envoyé l'email. Sur Gmail et Hotmail, ça va être le mail envoyé, enfin send by on behalf of. Donc on a dans l'interface, il commence à afficher les deux parce que c'est qui a envoyé le mail, mais pour le compte de qui. Donc cette adresse mail était pas mal utilisée pour forcer les passages à travers des filtres anti-spam. Toujours. Et on a le fameux return path. Donc le return path, généralement, ça va être l'adresse from. Mais on peut la personnaliser. Donc le variable envelope return path va faire contenir dans le return path tout ce qu'il faut pour arriver à identifier la campagne et le subscriber qui a été à qui on a envoyé le mail. Moralité, quand il y aura un bounce, le bounce doit, selon les normes, ce qui n'est pas toujours le cas, être retourné au return path. Avec l'adresse mail qui a été mise dans le return path, on sait désinscrire la personne ou la noter comme bounce automatiquement. Et si on veut aller un peu plus loin, on peut parser le mail qui va être envoyé. Donc c'est un format qui est décrit dans une jolie RFC qui va permettre relativement facilement de détecter la cause pour laquelle le mail a été retourné. Alors, l'étape suivante, c'est les feedback loops. Donc, en gros, pour ce qui est de l'Europe, c'est implémenté par 3 gros fournisseurs, donc AOL, Hotmail, Yahoo, et quelques acteurs américains qui généralement se font aider par Senderscore pour le faire. Il faut savoir que pour Hotmail, c'est une procédure où on doit échanger des fax. Pour AOL, c'est relativement simple, et pour Yahoo, il faut le DKIM. Donc ils ont chacun une procédure, on ne sait pas automatiser l'inscription, c'est un petit désastre. Mais les informations qu'ils fournissent en retour valent leur prix, donc généralement, il faut le faire. Alors, le principe de la feedback loop, donc, comme je le disais, est d'envoyer un retour sur le clic sur le bouton spam. Donc, on a un mail qui revient, qui renvoie le mail original et un petit rapport sur le même format que pour le format des bounces. Donc, si on gère les bounces, on a la capacité de gérer les feedback loops. Si on gère les bounces complètement, j'entends. Après, ça peut de nouveau être géré par un humain qui va, s'il n'y a pas trop de plaintes, c'est faisable. Et ça permet surtout de retirer automatiquement les utilisateurs qui ne sont définitivement plus intéressés par votre contenu. Évitez de
continuer à leur envoyer des mails qu'ils considèrent comme spam, qui vont arriver dans leur boîte spam, donc ils ne vont de toute façon plus rapporter un send à votre boîte. Alors, si vous arrivez à mettre tout ça en place, c'est très bien. Il y a encore en fait donc le démarque. Alors vous allez voir le joli mot que ça le fait. Donc domain-based message authentication, reporting and conformance. Alors c'est superbe, ça fait plein de mots, mais la question c'est qu'est-ce que ça fait en réalité? Alors en réalité c'est un... Voilà. En réalité ça fait un... Ça va, vous allez donner les règles en fait, parce qu'actuellement, si la signature des KIM ne marche pas, si votre signature SPF ne marche pas, chaque fournisseur d'accès doit se dire « Oui, mais peut-être qu'ils sont en test, peut-être que ça ne marche pas, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le mets en spam? Est-ce que je l'autorise quand même? Est-ce que je... » Il y a encore un troisième endroit où un mail peut arriver, c'est dans les limbes. C'est-à-dire qu'il n'apparaît pas en inbox, il n'apparaît pas en spam, il n'apparaît pas du tout. Par contre, si vous regardez dans vos logs de serveur, vous voyez dans les logs de serveur que le mail a bien été envoyé. Donc, des marques permettent de dire, voilà, on implémente le SPF et le DKIM. S'il était strat, supprimez le mail, mettez-le en spam ou délivrez-le, enfin ignorez l'erreur de résultat. Donc là, vous donnez en fait un truc à vos... Ça se met au niveau, donc dans les DNS, au niveau de votre domaine, encore une fois. C'est un petit enregistrement, la syntaxe est très comparable à celle de DKIM. Et on donne des règles, en fait, disant, voilà, que faire en cas d'erreur d'authentification. Il y a aussi une autre option qui est relativement intéressante. Donc, vous avez une jolie image sur Hotmail disant que votre domaine est signé en démarque. C'est très important. Il y a aussi quelques bonus au niveau des filtres anti-spam. Mais surtout, on a un joli rapport XML envoyé chaque jour qui indique combien de mails ont été envoyés par quelle IP pour l'infrastructure et qui sont envoyés par mail à une adresse email qui va être mise dans les DNS. Alors, le souci d'implémenter ça, c'est qu'il y a un risque. Il faut bien comprendre tous les mails qui sont envoyés par votre domaine avant d'implémenter une solution de ce type-là. C'est-à-dire que si vous avez des utilisateurs qui envoient aussi sur le domaine, ils doivent l'envoyer à partir d'une IP qui est autorisée dans le SPF. Donc, c'est un système qui a des avantages, mais qui nécessite des changements sur toute l'infrastructure. Ils ne peuvent plus envoyer des mails à partir de leur FAI Orange, par exemple. Donc c'est un système qui, pour l'instant, j'observe pas mal, que j'ai mis en test en production sur un site ou l'autre, mais que j'ai pas encore osé mettre en production plus loin que ça. Voilà, donc le joli warning qui est à la fin. Alors, il y a toujours moyen d'aller plus loin. Donc, comme je le disais, le tracking SSL. Si vous implémentez un tracking, le bonus qui est rarement mis en avant, c'est que tous les référeurs SSL sont gardés. Donc vous savez si la personne utilise Gmail, Hotmail ou autre chose. C'est un plus dans le cas de statistiques. Et certains anti-spam commencent à vérifier que les URL sont en HTTPS. Ça doit être une histoire de 0,1 point ou un truc comme ça. Mais c'est nouveau. Dans un cas borderline, ça permet de repasser du bon côté de la barrière. Mettre en place le DNSSEC. Donc le DNSSEC est une signature des zones DNS. Ça permet d'effectivement sécuriser la transmission de votre clé. Alors j'ai mis clé privée, transmettez jamais votre clé privée. C'est la clé publique qu'il faut transmettre. Et suivre de relativement près tout ce qui est DNS blacklist. Alors, il y a des sites qui interrogent toutes les DNS blacklist, c'est bien. La moitié des DNS blacklist ne se rapportent pas au mail. Donc, il faut bien faire attention quand vous êtes blacklisté sur une DNS blacklist. Allez pas emmerder l'administrateur parce qu'il y a des chances que ça ne corresponde pas à un blocage. Il y a certaines DNS blacklist qui listent les ranges liés au serveur et des choses comme ça pour que pour permettre
postent sur des forums d'être discriminés entre des bots et des utilisateurs, par exemple. Donc il faut bien faire attention à ne pas s'inquiéter de toutes les DNS blacklist et s'inquiéter surtout de leur impact éventuel. Alors, le dernier point qui va vous permettre de router correctement les mails, est évidemment la mise en place de règles par FAI. Alors, voilà. Là, j'ai quelques jolis exemples. On a Orange et Wanadoo, par exemple, qui sont 2 domaines différents, qui autorisent 3 IP pour les 2 domaines simultanés. C'est très très peu quand on essaye de faire un peu de volume. Et c'est relativement difficile d'arriver à router chez eux sans blocage. La Poste utilise la même technique, mais il n'y a qu'un seul domaine. Donc, c'est 3 connexions pour le domaine La Poste. Et alors, on a tout ce qui est les gros fournisseurs webmail. Donc, Hotmail, AOL, Yahoo, eux, sont beaucoup plus dynamiques. C'est-à-dire que par client, vous allez pouvoir ouvrir, sur un client très, très clean, vous allez pouvoir ouvrir 200, 230 connexions simultanées sans souci. Sur d'autres, vous serez limité à 20 et 30 000 mails par heure. Ça va dépendre en fait de la réputation que votre adresse IP va obtenir auprès de leur service de ranking automatique. Voilà, donc j'espère ne pas avoir été trop rébarbatif et s'il y a quelques questions, j'écoute. Bonjour Xavier. Est-ce que tu penses que l'implémentation des systèmes des marques va se démocratiser ? Parce qu'on est plus dans de l'observation en ce moment. Le démarque, en fait, comme je disais, si on prend le domaine, je vais prendre... En fait, j'ai fait le test d'implémentation de pas mal de choses sur un petit site que je gère qui s'appelle lapétition.be, qui fait des pétitions en ligne. Ils me servent aussi de base de données de test pour des mailings. Ça a l'avantage d'avoir quelques centaines de milliers d'utilisateurs, donc on fait une jolie newsletter et qu'on doit tester une feature sur SwiftMailer, etc. C'est génial. Ça permet de tester les performances et si quelqu'un reçoit les choses en double, c'est pas trop grave, il n'y a rien de commercial. J'ai testé le démarque dessus. Alors, j'ai pas encore automatisé le système. Je reçois des mails de rapport disant voilà cet IP-là, envoyé 35 mails, ils sont tous passés en inbox. Et de temps en temps, il y a 1 ou 2 IP complètement étrangères qui essayent d'envoyer des mails pour le domaine, ils sont bloqués. Ça va parce que ce domaine-là, il y a 2 utilisateurs qui envoient des mails dessus, donc on connaît leur IP, on sait bien cloisonner la chose. Si je prends d'autres exemples parmi mes clients, j'ai un journal belge relativement important. Ce serait impossible dans leur cas de mettre en place une politique des marques sans forcer l'entièreté de leurs journalistes à passer par le serveur central pour envoyer des mails alors qu'ils ont l'habitude d'utiliser le SMTP local. Donc le démarque, le problème c'est que c'est pas un processus qui peut être pris en local pour chaque... Il faut vraiment analyser quels sont les besoins mail de l'entièreté de l'entreprise, comment ça fonctionne, adapter la manière dont les utilisateurs fonctionnent. Donc pour moi, c'est un processus très lourd à mettre en place. D'où les warnings que j'ai élevés. Donc effectivement, si vous avez des petits domaines, c'est facile de le mettre en place. Si vous avez des domaines mail avec très peu d'utilisateurs différents, c'est très facile à mettre en place. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux bien faire attention à quels sont les tenants et aboutissants, parce que vous pouvez réellement faire disparaître des mails. Donc c'est même pas les faire arriver en spam, c'est les faire disparaître complètement de l'infrastructure mail. Voilà. Merci. Donc j'ai 2 petites questions. La première concernant donc la délivrabilité, vu que c'est ce dont on parle. Est-ce que la pression marketing, outre l'aspect que ça va embêter l'utilisateur qui risque de cliquer sur spam ou des choses comme ça, est-ce que ça peut être pris en compte par les filtres anti-spam justement, de vérifier que voilà.
Alors, le bouton clic sur le spam est une première chose, mais il faut réfléchir à comment on fonctionne déjà soi-même. C'est-à-dire que quand on reçoit des newsletters pour la super promo du jour, 2 fois par jour, d'un fournisseur, il y avait le DLC qui était très bon dans ce domaine-là jusqu'à 2 ans. Moi, j'avais un filtre qui les mettait automatiquement dans un dossier au cas où tout d'un coup j'avais envie d'acheter un truc chez eux. Je vérifiais si dans les 10 derniers jours il y avait une promo. Mais je lisais plus leurs trucs, faut être clair. Et tous les filtres anti-spam des gros webmails ne se basent même plus sur le bouton spam, mais sur l'activité. Si vous n'ouvrez pas un mail, si vous l'archivez directement, si vous le classez dans un dossier sans le lire, il y a de plus en plus de chances que le domaine complet finisse dans les spams. Si vous lisez le mail à chaque fois, mais que vous n'affichez pas les images et que vous passez à autre chose tout de suite après, ça va être moins grave. Si vous affichez les images et que vous suivez pas de lien, ça va être moins grave. Si à chaque fois vous cliquez sur un lien, ça va être considéré comme un mail très très important. Si en plus vous y répondez, il va toujours être sur Gmail, toujours être dans vos importants. Donc il se base de plus en plus non pas juste sur le clic sur le bouton spam qui est un élément comportemental, mais vraiment sur le comportement de vos utilisateurs. Après, le terme délivrabilité, je m'en méfie de plus en plus parce que il suffit de faire une recherche internet pour voir des gourous qui disent oui, la délivrabilité, on peut vous la garantir, c'est impossible à garantir. Je le garantis pas à mes clients, on les aide, on les éduque, on les aide à comprendre pourquoi ils sont bloqués, mais on peut appeler Orange, on peut appeler les fournisseurs qui bloquent, mais c'est juste une blague. On n'a jamais personne qui va faire quelque chose de l'autre côté, non pas parce qu'ils ne veulent pas le faire, mais parce que ce serait injuste en fait d'aider quelqu'un parce qu'il a appelé par rapport au reste des équipes. Ok, merci. Pas de souci. Juste si j'ai le temps, une deuxième petite question. Est-ce que ça a un réel impact le fait d'avoir des adresses type, par exemple d'avoir l'adresse mail à abuse, le nom de domaine, qui répond, ou au contraire d'éviter les infos ou les no-reply comme ce dont on parlait tout à l'heure dans les from des mails? Alors dans les from, idéalement, je conseille toujours en fait aux clients d'utiliser une véritable adresse, que ce soit le info si elle est relevée, le support s'il est relevé. Éventuellement, s'ils veulent mettre une adresse bidon, avoir une adresse reply to qui est valide. Pourquoi ? Parce que, comme je dis, le mail va être ranké en fonction de l'activité de l'utilisateur. Donc, si les gens peuvent répondre, avoir une réponse, imaginons simplement qu'on envoie un mail pour une super piscine en promo à 110 €. Génial, construite dans votre jardin. Bon, vous répondez au mail en disant c'est impossible. En fait, à partir du moment où vous avez répondu, que le mec a répondu dans l'autre sens, il y a une conversation qui s'est activée sur Gmail ou sur Hotmail. Et donc, les prochains mails sont considérés comme presque envoyés par des humains. Donc il y a effectivement, ils se rendent bien compte que le mail est automatique parce qu'ils en reçoivent tout d'un coup 30 000 en une demi-heure. C'est beaucoup, c'est pas un humain qui a pu l'envoyer, mais ils savent qu'il y a un humain derrière qui répondra s'il y a quelque chose. Donc il y a une activité humaine qui se passe quelque part et ça va remonter votre ranking encore une fois. Merci. Voilà, si j'ai répondu. Parfait. Je suis désolé, je m'en excuse d'avance, je vais oser une question à moitié intéressée, à moitié désintéressée. Au vu de la complexité de l'ensemble de la mise en place d'une infrastructure et d'un système de gestion d'email respectant les best practices que tu as énoncées, est-ce qu'il n'est pas un peu plus judicieux aujourd'hui de déléguer cette tâche à un routeur ou à une société spécialisée là-dedans et de se reconcentrer sur son cœur de métier qui est le pur développement ? Si, clairement. Il faut analyser les coûts, en fait. À un moment, c'est juste une question de coûts. Et il faut... alors, il y a aussi des boîtes qui ne veulent pas externaliser, donc ça, je peux comprendre. C'est ce que j'ai fait à l'époque, et au final, je suis avec une solution qui envoie des mails, donc
j'arrive à gagner ma vie là-dessus. Mais oui, c'est quelque chose de relativement important. C'est effectivement se rendre compte, vu tout l'impact, en fait, il faut aussi voir quel est l'impact de mails qui n'arrivent pas en inbox. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes pour lesquelles c'est pas important du tout. Mais en fonction de l'impact business que peut avoir une arrivée en spam, il faut voir si tous les efforts nécessaires pour garantir la meilleure arrivée en inbox vaut le coup, ou si on garde juste les mails contacts et quelques mails simples en interne et on délègue tout ce qui est refaire une énième interface d'envoi de newsletter à un routeur. Après, il faut voir qui ait des prix qui soient raisonnables pour les besoins, mais c'est effectivement, voilà, on a la même activité et on fait le métier parce qu'il correspond à un besoin, effectivement, que la difficulté est difficilement appréhensible par tout un chacun. Merci. Donc on va prendre une dernière question. Alors une petite dernière par rapport au DKIM. Tu avais dit qu'il y a plusieurs solutions, solution OS, donc tu as fait une petite liste complète, et les solutions commerciales. Moi je parle un peu d'un cas concret. Dans mon entreprise on utilise Amazon SES, je suppose que tu connais. Est-ce que ceci gère le DKIM et du coup est-ce que c'est intéressant d'utiliser le DKIM Swift en sorte DKIM Senior ou ça va faire le double du travail? Si je me rappelle, Amazon SES peut gérer le DKIM directement. Je pense qu'ils implémentent, si je me rappelle bien, une signature par défaut. Après, je pense qu'il y a moyen, via l'interface, d'uploader une clé privée spécifique. Je m'avance peut-être, mais de ce que je me rappelle, il y a moyen d'avoir une clé privée spécifique. Donc pour faire plus général, si ce service fait déjà du DKIM, il y a juste à contacter le SMTP, il n'y a pas besoin de s'embêter avec ça. Non. Ok. Merci.